Bonjour à tous et bienvenue au Portugal avec nous aujourd'hui. Je remercie la clinique Ferticentro de m'avoir invité à présenter cette nouvelle conférence virtuelle intitulée « Les technologies au service de la PMA, l'embryoscope et la vitrification ». Tout d'abord, la possibilité même de pouvoir faire des vidéoconférences comme celle-ci illustre l'intérêt des nouvelles technologies. Grâce à la technologie, vous pouvez suivre cette conférence que vous soyez à Paris, Marseille, Pointe-à-Pitre, Cayenne, au Québec ou en Afrique francophone. En introduction aux explications médicales et scientifiques qui vous seront données par la clinique, je vais vous faire une petite comparaison avec la France en ce qui concerne les technologies dont il sera question aujourd'hui. L'embryoscope. Pour résumer simplement, c'est un incubateur, plus simplement une couveuse sophistiquée dans laquelle seront mis les embryons fécondés jusqu'à leur implantation dans l'utérus. Avec ce matériel, il est possible de surveiller et sélectionner les meilleurs embryons, donc d'augmenter considérablement les chances de grossesse. C'est devenu un appareil quasi indispensable pour tout centre de PMA voulant obtenir les meilleurs résultats possibles en FIV et FIV avec dos. La plupart des cliniques en possèdent un ou même plusieurs. Et la France? Vous allez être surpris. Mais la France, avec ses 66 millions d'habitants et sa centaine de centres de PMA, ne possède en tout et pour tout que 5 embryoscopes. Cela vous donne une idée de l'état des technologies en matière de PMA en France. Aux dernières journées de l'infertilité à Paris en novembre, le CHU de Lille est venu faire un appel public aux dons des patients et des associations pour pouvoir en acheter un pour ses 5000 patients annuels. La PMA et l'infertilité ne sont vraiment pas une priorité en France. Pour information, Ferticentro a décidé d'acheter, en complément de son embryoscope actuel, un embryoscope ultra sophistiqué de deuxième génération. La vitrification ou congélation ultra rapide est l'avenir de la PMA. La vitrification permet la conservation des embryons, des ovocytes et du sperme, mais surtout garantit un meilleur taux de survie à la décongélation que les procédés de congélation lente. Cette méthode est bien sûr utile dans le cadre de l'utilisation des embryons surnuméraires issus d'une FIV ou d'une FIV-DO, mais aussi dans le but de la préservation future de la fertilité de la femme par vitrification de ses ovocytes pour une utilisation ultérieure. C'est la conservation sociétale des ovocytes, interdite en France, mais possible dans différents pays européens, dont le Portugal. La vitrification des embryons et des ovocytes est permise en France depuis 2011 seulement, selon 2 protocoles différents. Pour information, de nombreux pays pratiquent la vitrification depuis longtemps, le Japon par exemple depuis 1999. De plus, les résultats sont différents selon que l'on utilise une vitrification en milieu ouvert ou en milieu fermé. La France n'autorise que la vitrification en milieu fermé, moins performante, aux résultats moins bons que la vitrification en milieu ouvert, utilisée dans les pays en pointe en matière de PMA, y compris le Portugal. Ce système de vitrification donne le même taux de grossesse qu'avec des ovocytes frais. Bien sûr, la vitrification n'est autorisée en France que dans des cas bien précis. La gestion des stocks d'ovocytes par les sécos pour répartir les dons, car en effet, la France partage les ovocytes, à la différence de la plupart des cliniques européennes, et la préservation de la fertilité des femmes exposées à une pathologie ou un traitement stérilisant, comme les chimiothérapies par exemple. Elle n'est bien sûr pas autorisée pour des raisons de convenance personnelle. Mais je vais passer maintenant la parole au docteur Vladimiro, qui va vous expliquer toutes ces techniques et qui dialoguera avec vous en direct après la conférence. Merci à tous.
Bonjour, merci Philippe par votre très sympathique présentation. C'est toujours un plaisir de collaborer avec votre association et c'est aussi un plaisir d'être ici à nouveau pour faire une nouvelle conférence sur le traitement d'infertilité par d'ovocytes. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler des technologies que nous utilisons dans les traitements de fécondation in vitro, notamment la vitrification et l'embryoscope. Tout d'abord, je vous fais une petite présentation de notre clinique. Ferticentro se situe au centre de Portugal. Voici une petite image du bâtiment de notre hôpital, aussi un cliché de notre directrice clinique, quelques images aussi du laboratoire de notre équipe et naturellement une photo panoramique de notre belle ville de Coimbra. Mais tout d'abord, la première question, la question que je pense que nous intéresse à tous qui sommes ici, moi de ce côté, vous de votre côté, c'est qu'est-ce qui peut influencer les résultats des traitements de FIV2, ça veut dire de fécondation in vitro avec don d'ovocytes. Bon, tout d'abord, j'ai une nouvelle pour vous. La majorité des cliniques fait un travail excellent. En fait, aujourd'hui, avec la diffusion de la connaissance scientifique, avec l'Internet, il y a des outils de laboratoire, des milliers de cultures d'excellente qualité. Là, il y a un petit peu partout le monde des cliniques qui font un travail excellent. Et en France, vous avez un énorme avantage, c'est les associations de patientes, comme par exemple les Cigognes de l'Espoir, qui connaissent les cliniques, qui font son évaluation, qui visitent les cliniques et qui évaluent la qualité des soins et la compétence des médecines, la compétence des médecins par rapport des cliniques qui travaillent avec eux. Donc, il est très important de se faire aider par une association qui connaisse les cliniques et qui a déjà évalué leurs résultats et leur façon de travailler. Mais qu'est-ce que c'est donc qui peut influencer les résultats des traitements de FIV2? Bon, tout d'abord, il faut parler... il faut dire que les différences entre les taux de succès des différentes cliniques sont dues à des facteurs qui sont difficiles à contrôler, notamment l'âge des patientes, les possibles existences aussi d'un facteur masculin et naturellement les conditions utérines d'implantation. Par rapport à l'âge, c'est rien qu'on peut faire. On peut faire retourner le temps. Par rapport au facteur masculin, il y a des techniques pour choisir les meilleurs spermatozoïdes, mais son efficace est très limitée à des certains petits groupes de patientes. Les conditions utérines d'implantation, il y a des techniques, il y a des protocoles spéciaux qui peuvent améliorer la probabilité d'implantation des embryons, mais ça c'est essentiellement pour ces petits groupes de patientes avec des problèmes très spécifiques. Les choses qui, en fait, peuvent faire une différence significative sont, en fait, les technologies disponibles. Parce qu'il y a des choses qui sont seulement possibles de voir et de faire avec un certain type de technologie très particulière. Et donc, aujourd'hui, je vais parler de deux de ces technologies. Tout d'abord, l'embryoscope, un incubateur de dernière génération, et la vitrification, c'est une technique qui nous permet de congeler des ovocytes et des embryons. L'embryoscope, commençons par l'embryoscope n'est pas seulement un incubateur. L'embryoscope est aussi un système de culture embryonnaire qui nous permet de faire ce que nous voulons. Voilà, ceci c'est une vidéo de développement embryonnaire dès le premier moment où on peut voir comment tout se passe après le moment où l'ovocyte ou le spermatozoïde entre dans l'embryon et on voit la division cellulaire. Du côté droit, en bas, nous avons le temps. Par exemple, maintenant,
nous sommes à 44 heures, les embryons ont 4 cellules, ils continuent à se désenvolver, à se développer. En fait, ces images, ces vidéos est d'un cas réel d'endovocytes dont le couple, dont la femme a tombé enceinte de jumeaux. Donc, on parle de 2 embryons qui ont donné lieu à des bébés. Et maintenant, par exemple, nous sommes à jour 4, nous avons commencé à jour 2, l'embryon avait 4 cellules, à jour 3, 8 cellules. Maintenant, nous sommes à 85 heures, donc jour 4. L'embryon est à l'état de morula, il a environ 16 cellules et il continue à se développer jusqu'à l'état de blastocyste. C'est l'état où l'embryon arrive environ jour 6, jour 5 au même jour 6. On peut voir par exemple que l'embryon de la droite a commencé déjà son procès d'éclosion à 120 heures. Donc, ce sont 2 embryons d'excellent pronostic en fait. Et les 2 embryons ont donné lieu à la naissance de 2 bébés. Et donc, ça c'est un exemple parfait. Et l'avantage de l'embryoscope, c'est le fait que nous avons la possibilité de faire ces vidéos, nous permet aussi de voir beaucoup de paramètres. C'était une version très rapide du vidéo, mais avec nos systèmes d'annotation, d'évaluation des embryons, on peut voir un ensemble très large de paramètres qui sont très significativement associés au développement embryonnaire et qui nous indiquent quelle est la probabilité de ces embryons s'implanter dans l'utérus. Le plus important, ce type de paramètre est seulement visible avec ce type de technologie. L'embryoscope était en fait une nouveauté fantastique et maintenant il est partout dans le monde. Par exemple, nous avons entendu Philippe dire qu'en France il n'y a que 5 embryoscopes, mais au niveau mondial ils ont déjà installé l'embryoscope numéro 500. Par exemple, voici les images d'une clinique à New York où ils ont 10 embryoscopes. C'est le double de la France entière. Enfin, c'est en fait une technologie fantastique qui a enthousiasmé la communauté significative. Par exemple, ça c'est une phrase qui est retirée d'une interview à la CNN d'un des premiers biologistes de la reproduction qui a travaillé directement avec le scientiste qui a gagné le prix Nobel de la médecine à cause de l'invention de la FIV. Il a dit que pour lui, à son avis, l'embryoscope était le développement le plus enthousiasmant depuis la création de la FIV. Enfin, c'est peut-être exagéré, mais ça nous donne une idée de la différence que l'embryoscope fait pour la communauté scientifique. Et aussi dans la presse, on trouve des nouvelles sur l'embryoscope au Portugal, en Espagne, en France, enfin, un peu partout le monde. Il y a ce type de technologie de vidéo time-lapse, c'est le nom de la technologie de l'embryoscope. Il y a des autres systèmes qui sont des alternatives à l'embryoscope. Par exemple, le même fabricant de l'embryoscope a aussi une alternative de bas coût, c'est le Primovision. C'est une alternative pour les cliniques qui n'ont pas la capacité financière d'avoir un embryoscope. Ça peut aider, c'est pas naturellement la même chose, mais c'est un système qui peut aider dans des conditions limitées, mais qui peuvent donner une aide significative à ce type de clinique plus petite. Il y a aussi un autre système, c'est le GERI. Ça, c'est plus pareil à l'embryoscope parce que ça permet d'évaluer le développement des embryons et aussi de donner un pronostic par rapport à son développement. Cependant, les études scientifiques qui ont été publiées n'indiquent pas encore le même type de résultats que l'embryoscope a obtenu, mais cependant, le GERI de Merck Serono, c'est un excellent système aussi. Mais qu'est-ce que c'est l'embryoscope? Pourquoi est-ce qu'on parle de l'embryoscope par tout le monde?
Bon, en fait, tout d'abord, l'embryoscope, c'est un excellent incubateur. Pour chaque cas de culture embryonnaire qu'on met dans l'embryoscope, le système produit des graphiques comme ceci que vous pouvez voir. Du côté gauche, au-dessus, on voit le contrôle de la température. Vous pouvez voir dans la ligne rouge que la température a été complètement stable pendant toute la culture embryonnaire. Il n'a pas varié presque rien des 37 degrés, que c'est la température idéale pour la culture embryonnaire. Au milieu, on peut voir l'évolution de la concentration du CO2. C'est exactement la même chose. La variation, c'est presque nulle. On voit la ligne bleue. Très stable autour des 6%, que c'est la concentration de référence. On voit ici dans ce petit cadre bleu les moments où les portes de l'incubateur étaient ouvertes et on voit que ça n'a pas affecté rien la stabilité de la culture embryonnaire. Et la même chose par rapport à la concentration de l'oxygène. Une stabilité énorme, presque aucune variation, même après ouvrir les portes de l'incubateur. Ça nous permet d'avoir une énorme stabilité pour la culture embryonnaire et ça c'est l'idéal pour le développement des embryons. On voit aussi de ces mêmes cas les variations que nous avons vues de la température, du CO2, de l'oxygène, de l'azote. On peut voir que les variations sont presque nulles. Donc l'embryoscope a une stabilité excellente. Par ailleurs, nous avons l'embryoscope est lié avec un système de surveillance de 24 heures sur 24 par le fabricant de l'embryoscope, Vitrolife. Et donc, si à un certain moment on trouve qu'il y a quelque chose de mal avec l'embryoscope, quelques valeurs hors des limites, etc., nous sommes immédiatement informés. Il y a quelqu'un qui, 24 sur 24 heures, surveille la stabilité de tous les embryoscopes du monde entier. Ça nous rassure beaucoup, ça nous laisse tranquilles, et ça, parce que, en sachant que nos embryons sont dans cet environnement très contrôlé, on sait aussi que nous avons toutes les conditions, nous avons des conditions optimales pour le développement des embryons. Il est très important cependant n'oublier que l'embryoscope ne fait pas des miracles. Donc si nous n'avons pas un spermatozoïde de bonne qualité et un ovocyte de bonne qualité, ce n'est pas l'embryoscope qui va changer cela. Cependant, ce que l'embryoscope nous permet, c'est d'assurer une énorme stabilité et d'optimiser les conditions de culture embryonnaire. Et naturellement, le fait qu'on fait ces vidéos, que de 24 heures sur 24, nous permettent de faire la culture embryonnaire sans manipulation. Donc, il n'est pas nécessaire d'enlever les embryons de l'incubateur. Donc, les embryons sont plus stables, plus protégés. La probabilité d'erreur, c'est au minimum. Et donc, ça va contribuer aussi pour augmenter la probabilité de succès du traitement. Quand on parle de l'embryoscope, quand on parle des traitements de fécondation in vitro, il faut parler aussi de la science et de l'utilité clinique de ce type d'appareil. Et en fait, dans la science, les études scientifiques les plus importantes sont les essais cliniques aléatoires et contrôlés. Un de ces types d'essais a été fait sur l'embryoscope avec 843 patientes, 1474 embryons transférés et à la fin, c'était publié dans l'une des publications scientifiques les plus importantes et à la fin, nous avons trouvé un taux de grossesse évolutif augmenté par 21%, un taux de fausse couche diminué par 36%. Ce sont des résultats fantastiques. C'est aussi notre expérience à Ferticentro et je pense que c'est l'expérience de presque toutes les cliniques du monde entier qui utilisent
ce type de technologie. Plus récemment, par exemple, on voit cette étude qui a été publiée initialement au mois de juin et après aussi au mois de septembre 2016. C'était possible de publier et valider un algorithme, un modèle capable de prévoir la qualité des embryons. Donc, quand on voit ce type de vidéo que vous avez vu, il est possible d'annoter beaucoup de paramètres cinétiques de l'évolution des embryons et après, l'ordinateur va analyser ces paramètres, va faire une comparaison avec les résultats de l'évolution de milliers et milliers d'embryons du monde entier. Il va nous dire exactement quels sont les embryons qui ont une meilleure probabilité de donner lieu à une implantation, de s'implanter et donner lieu à une grossesse évolutive. Normalement, quand nous utilisons ce type de software, à la fin, nous avons les embryons qu'on va transférer, qui sont les embryons avec le meilleur pronostic et aussi les embryons qui ont aussi une bonne qualité et donc on pourra les congeler. L'embryoscope nous permet aussi d'identifier les mauvais signes parce que lors du développement embryonnaire, il y a des choses qui ne sont pas favorables. Par exemple, quand nous avons une division directe de 1 à 3 cellules, ça veut dire que quand l'embryon se divise directement, passe directement de l'état d'une cellule à l'état de 3 cellules, nous avons une probabilité d'implantation inférieure à 1%. Et ce type de situation arrive dans 15 à 30% des embryons. Et le plus important, ça c'est seulement visible avec ce type de technologie. Si nous n'avons pas un système de video time-lapse, soit l'embryoscope, soit quelque autre chose, nous n'avons la possibilité de savoir qu'une cellule a donné lieu à 3 cellules. Et donc l'embryon peut avoir des caractéristiques morphologiques apparemment favorables et peut-être les médecins et les biologistes disent aux patientes voilà, vous avez un excellent embryon, on espère une grossesse, nous attendons une grossesse, mais en réalité, ils peuvent s'agir, dans certains cas, cet embryon a une division directe et il a une probabilité presque nulle de s'implanter. Avec l'embryoscope, on sait la vérité. La vérité parfois n'est pas agréable, mais c'est la vérité et c'est préférable de savoir que l'embryon n'est pas bon auparavant qu'au jour du test de grossesse. Un autre mauvais signe qu'on peut identifier avec l'embryoscope, c'est la multinucléation. Vous pouvez voir dans ce graphique du côté droit que la probabilité de grossesse est dans le cas des embryons qui ont la multinucléation, ça veut dire que ces cellules ont plus qu'un nucléo, c'est une moitié de la probabilité de grossesse des embryons qui n'ont pas de la multinucléation. Et le plus important, seulement 27% des embryons avec multinucléation sont possibles de détecter dans les intervalles d'observation normaux. Ça veut dire que si nous n'avions pas l'embryoscope, dans 83% des cas, nous ne serions pas capables d'identifier des embryons avec de la multinucléation. Et ainsi, ça c'est très important pour savoir quels sont les embryons que nous devrons faire le transfert vers l'utérus et aussi quels sont les embryons que nous devrons congeler. Un autre signe, ceci très important, sont des agrégats de réticulum endoplasmatique lisse qui sont parfois seulement visibles avec ce type de technologie. Ce type de problème est plus associé aux ovocytes âgés, donc ça c'est plus pour les femmes qui font les traitements avec ses propres ovocytes, mais c'est associé au syndrome de Beckwith-Wiedermann qui est considéré comme la pire anomalie observable dans un ovocyte. Ça, c'est les résultats du consensus des associations de biologistes les plus importants au niveau mondial. Et donc, quand nous avons ce type d'embryon, ça c'est un facteur d'exclusion des embryons qui ont été créés à partir des ovocytes avec ce type de problème.
Et on parle maintenant de la vitrification. La vitrification, c'est un énorme avantage pour préserver la fertilité féminine. On parle dans ce cas de la cryopréservation sociétale des ovocytes, ce qui n'est pas permis en France. La vitrification sert aussi pour programmer les traitements avec d'ovocytes. On reviendra aussi sur ce sujet. Et c'est une technique extrêmement importante pour la prévention de la grossesse multiple. Commençons par la cryopréservation sociétale des ovocytes. Ça, c'est un sujet polémique. Il y a beaucoup de nouvelles sur ce sujet dans toutes les langues. Dans ce cas, j'ai trouvé ces nouvelles en français, dans Le Monde, dans Le Figaro. Je pense que la réponse pour cette polémique est en fait très simple. Parce que si nous demandons aux femmes qui sont membres de l'association Les Cigognes de l'Espoir quel est son avis sur la cryopréservation sociétale, ça c'est la même chose que demander préférez-vous de faire un traitement avec les ovocytes d'une donneuse anonyme ou est-ce que vous avez préféré de faire un traitement avec vos propres ovocytes congelés il y a 15 ans, il y a 10 ans, et la réponse, je pense que sera presque unanime. En fait, ces ovocytes qui sont cryopréservés avec cette technique, la vitrification, ont une énorme probabilité de survie à la décongélation et ont les mêmes caractéristiques qu'ils avaient au jour de sa congélation. Donc, pour une femme qui est, disons, 30 ans, 35 ans, qui n'a pas un compagnon, qui par quelque raison ne peut pas tomber enceinte plus tôt, si elle va essayer d'avoir un enfant quelques ans plus tard, si ça n'est pas possible naturellement, elle aura ses autres ovocytes vitrifiés et ça lui donne une autre possibilité d'éviter de recourir aux ovocytes d'une autre femme. C'est pour cela que sert la cryopréservation sociétale des ovocytes. L'idéal, c'est que les femmes essayent à tomber enceinte aussitôt que possible. Cependant, on sait qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec l'économie, même par des raisons amoureuses, il n'est pas toujours possible d'avoir les enfants dans l'âge idéal. Et donc, la cryopréservation sociétale des ovocytes n'est pas une formule magique qui va résoudre, qui va solutionner tous les problèmes, mais c'est une chose qui peut aider certaines femmes et qui peuvent surtout éviter le recours à des ovocytes donnés par des donneuses anonymes. La vitrification sert aussi pour programmer les traitements avec d'ovocytes. Je commence pour vous montrer cet article scientifique qui a été publié par la Société américaine de reproduction assistée au mois de janvier 2013, où il dit nettement, ça c'est le comité de pratique clinique de la Société américaine de médecine de la reproduction, qui a dit nettement les taux de succès avec l'utilisation d'embryons et d'ovocytes congelés est le même qu'avec des ovocytes et des embryons frais, et donc ça a changé tout. Par exemple, dans tout le monde, la majorité des cliniques au niveau international utilisent l'alternative de la vitrification pour aider les couples à programmer ces traitements. Par exemple, à Ferticentro, nous avons 14 ans d'expérience dans le traitement de l'infertilité. Au passé, tous nos traitements de dons d'ovocytes étaient faits avec des ovocytes frais. Aujourd'hui, nous continuons à faire des traitements avec des ovocytes frais. En fait, ce matin, nous avons un traitement synchronisé, mais peut-être plus que 90% de nos traitements sont faits avec des ovocytes vitrifiés parce que cela nous permet une meilleure programmation du traitement. Donc, si l'endomètre, si l'utérus, la receveuse n'est pas préparée pour recevoir les embryons, les ovocytes peuvent
attendre. On ne va pas fertiliser les ovocytes qu'au jour idéal. Les couples, dans le cas des couples qui viennent de l'étranger, sont informés sur la qualité et la quantité des ovocytes disponibles, même avant de sortir de son pays. Et donc, ça aide beaucoup les couples, ça aide beaucoup à la planification des traitements sans aucun effet sur la probabilité de succès des traitements. Par exemple, je vous montre aussi une autre étude qui a été publiée dans Human Reproduction. C'est la publication scientifique plus importante en Europe dans la médecine de la reproduction, où on peut voir que les résultats obtenus avec les ovocytes parvenus vitrifiés étaient très pareils aux obtenus avec les ovocytes frais. En fait, le taux de processus évolutif par transfert embryonnaire était supérieur avec les ovocytes congelés qu'avec les ovocytes frais, mais la différence n'était pas statistiquement significative. Donc, ça nous rassure beaucoup. En fait, par exemple, je vous montre aussi les statistiques des États-Unis. Ce sont les statistiques plus récentes des États-Unis qui sont publiées à l'année de 2016, mais qui rapportent à l'année de 2013. On voit qu'à cette année, le nombre de traitements faits avec des ovocytes vitrifiés, 27 564, est presque le triple du nombre de traitements faits avec des ovocytes frais, 9 718 ovocycles. Donc maintenant, les choses sont... Ça c'est l'évolution naturelle au niveau mondial. Naturellement, ici à Ferticentro, ce sont les patientes qui choisissent entre faire le traitement avec les ovocytes frais ou faire le traitement avec les ovocytes vitrifiés. La vitrification, c'est un énorme avantage. Mais pour les couples qui préfèrent d'avoir le traitement avec des ovocytes frais, nous continuons à travailler comme nous travaillions il y a 5 ans, il y a 10 ans. C'est le plus facile pour nous parce que nous avons beaucoup d'expérience aussi avec les traitements synchronisés. Et un autre et très important par rapport à la vitrification, c'est éviter la grossesse multiple. Pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet? Parce qu'il est considéré aujourd'hui comme un cancer de santé publique, comme un problème de santé publique significatif. On trouve aussi, même par exemple, on voit sur le côté gauche cette nouvelle de TF1, le boom des jumeaux inquiète les autorités. C'est la même chose sur Le Figaro. Les États, partout le monde, c'est la même chose. Tous les États essayent à limiter les grossesses multiples. Pourquoi? Parce que ça peut donner beaucoup de problèmes pour la mère et aussi pour l'enfant. En fait, on sait que 80% des jumeaux naissent de façon prématurée et 40% naissent très prématurément. Et par ailleurs, 20 à 30% des jumeaux naissants naissent avant 32 semaines. Les grossesses gémellaires représentent seulement 2% des grossesses au total, mais ces types de grossesses représentent 20% des places dans les services de néonatologie. Il y a aussi d'autres problèmes, ce n'est pas seulement la prématurité, par exemple le retard de croissance intra-utérine ou l'hypotrophie d'un jumeau est la deuxième complication plus fréquente dans les grossesses gémellaires. Donc, et tout ça va augmenter significativement dans les cas des femmes plus âgées. Il y a aussi d'autres types de complications pour la mère, de risque de diabète, enfin, tous les risques augmente très significativement avec la grossesse multiple. Avec la vitrification, on peut assurer que le nombre d'embryons qui sont transférés peuvent être diminués à la fois, mais si nous avons au début, par exemple,
4 embryons de bonne qualité. On sait qu'après 4 transferts d'un seul embryon, nous aurions le même nombre d'embryons implantés qu'après un seul transfert de 4 embryons ou 2 transferts de 2 embryons de chaque fois. Et naturellement que le risque de jumeaux serait presque nul lorsque, en transférant 2, 3, 4 embryons en même temps, le risque de la grossesse multiple sera très élevé. Mais qu'est-ce que c'est la vitrification? Comment ça se passe? Bon, à Ferticentro, nous utilisons les meilleures méthodes de vitrification au niveau international. On parle du méthode Cryotech et du méthode Kitasato. Les deux sont des méthodes d'origine japonaise. Les premières, ils ont été créés par la même personne, c'est le professeur Kuwayama du Japon. Et on sait qu'après une décade d'utilisation de première de ces méthodes, c'est la méthode Kitasato, il a déjà été utilisé dans plus de 1,5 million cas cliniques en plus de 90 pays et plus de 2200 cliniques de reproduction assistée différentes. Il y a centaines de publications scientifiques, presque tous avec des excellents résultats. Donc nous avons déjà au niveau mondial une énorme expérience dans l'utilisation de ces techniques et donc ça nous rassure beaucoup par rapport à sa sécurité et aux résultats de l'application de ce type de techniques. Et on voit par exemple dans les différentes études qui ont été publiées, par exemple par rapport aux méthodes de Kitasato, qui s'appelle aussi Cryotop, on voit que toutes ces études ont trouvé des taux de survie d'environ 90%, dans certains cas presque 100% pour les ovocytes, la même chose pour les embryons jusqu'à jour 3 et presque la même chose pour les blastocystes, que ça veut dire les embryons à jour 5 ou même jour 6. Donc ces résultats sont excellents et ça nous rassure beaucoup. La technique de vitrification, c'est une technique extrêmement complexe. Pour vous donner une idée, pour faire la vitrification des embryons ou des ovocytes, la vitesse de congélation, c'est de moins 23 000 degrés par minute, lorsque la vitesse de chauffage, c'est de 42 000 degrés par minute. C'est une technique très complexe où les embryons ou les ovocytes sont passés par des différents milieux de culture et après sont placés dans une paillette qui va être congelée et gardée dans les tanks d'azote liquide au laboratoire. Ceci, c'est une image de l'un de nos tanks, le tank où nous gardons la majorité de nos embryons. Bon, et c'est ça. Je remercie encore une fois M. Philippe Roussel pour être ici, de nous avoir visités. Après, nous sommes presque à compléter la deuxième année de collaboration avec l'association Les Cigognes de l'Espoir. Ça sera au mois de mars 2017. Dans la première année, nous avons obtenu des résultats excellents, certifiés par l'association. Nous avons obtenu 71% de grossesse clinique par transfert embryonnaire. Ça nous laisse très heureux. Quand nous arrivons aux deuxième année, on va publier à nouveau la statistique de la collaboration et je vous remercie d'avoir été ici et nous sommes complètement disponibles pour toutes vos questions. Merci à tous et à bientôt.